Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Je vous propose de découvrir tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. La promesse de lendemain souriant, la reprise de l'activité se confirme à Monaco. Le long week-end de Pâques a redonné le sourire aux professionnels et c'est dans ce contexte positif que s'est tenue hier la réunion de l'Observatoire du commerce. Nous serons avec le président de l'Union des commerçants et artisans, Alexandre Pasta. L'eau sera également le fil conducteur d'une large partie de cette édition, avec tout d'abord la réunion à Monaco du comité directeur de la GEBCO, qui est la carte bathymétrique des océans, initiée par le prince Albert Ier en 1903. Nous recevrons ensuite le directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II, Philippe Mondielli, est l'auteur d'un livre intitulé « Monaco au fil de l'eau ». Il donne une conférence ce soir et nous révélera que la principauté compte de nombreuses précieuses sources cachées et que l'histoire du pays est intimement liée à l'eau. Mais débutons ce journal avec ces images, l'entrée officielle au gouvernement de Christophe Robineau. Il a pris part aujourd'hui à son premier conseil de gouvernement au ministère d'État, succédant ainsi à Didier Gamerdinger au poste de conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. L'Observatoire du commerce s'est réuni hier. L'objectif était de dresser un état des lieux du commerce et de la restauration, alors que l'heure semble bien être à la reprise. Cette réunion a en effet permis de confirmer une belle progression depuis le début d'année. Les explications de Vanessa Dessy sur des images d'Orazio Gaggino. Il s'agit de présenter une synthèse des résultats du commerce de détail monégasque en termes de PIB, de chiffre d'affaires, de salariés et d'établissements. L'Observatoire du commerce réunissait tous les acteurs concernés afin de faire un point sur la situation actuelle en principauté. La tendance est clairement positive. Le week-end Pâques de la vie de tous s'est très bien passé. Cette conjonction vacances scolaires, finale du tennis et puis de belles conditions météorologiques et en effet un long week-end conduisent tout le monde à envisager le reste du printemps et le début de l'été avec beaucoup d'optimisme. Je rappelle que nous avons aussi cette année 3 grands prix à partir de la fin avril. Les croisières qui ont repris également avec une animation plus soutenue à Monaco-Ville. Et de manière générale, oui, des chiffres qui sont pour certains déjà au niveau de l'année 2019, pour d'autres encore en retrait, mais une tendance de fond qui est très clairement positive. Un bilan nettement meilleur également pour la restauration en principauté. Le secteur semble désormais afficher une belle reprise. C'est reparti depuis le salon anti-aging, où là nous avons eu énormément de monde. Les restaurateurs ont très bien travaillé. Puis dans la foulée, donc, il y a les fêtes de Pâques. Il y a eu les fêtes de Pâques. Là aussi, ça a créé une dynamique. Et puis maintenant, c'est parti avec les beaux jours. Je pense que ça va redémarrer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, mon souhait, c'est vraiment de la mettre en valeur, cette restauration. Parce qu'il n'y a pas que la restauration de la SBM. Il y a énormément de petits restaurants traditionnels qui sont bien, qui font de belles choses. L'occasion pour le gouvernement princier de présenter des nouvelles campagnes de promotion pour le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Et parmi les intervenants de cette réunion de l'Observatoire du commerce, il y avait aussi le président de l'Union des commerçants et artisans. Il est la voix des commerçants et fait l'interface avec le gouvernement. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonsoir Patricia, bonsoir à tout le monde. Petit bilan d'étape peut-être avant d'évoquer cet observatoire du commerce. Le long week-end de Pâques a-t-il marqué cette reprise tant attendue? Je crois qu'il faut être optimiste. Oui, le week-end de Pâques a été positif. On a eu une affluence, on va dire, quasiment normale par rapport à l'année 2019. Beaucoup de gens sont venus évidemment de toute l'Europe. On a eu en grande partie des Français, on a eu beaucoup de Grecs, qui est une nouvelle clientèle monégasque, on a eu pas mal de Suisses, donc on peut dire que c'était très optimiste et espérons que ça va continuer. Et est-ce que le retour des escales des bateaux de croisière depuis quelques semaines a eu des répercussions positives, significatives ?
Les escales des croisières, bien entendu, c'est toujours un point important pour la principauté. Ce n'est pas essentiel en termes de quantité, en nombre de touristes, mais bien entendu, c'est positif. Ça prouve que l'économie repart, ça prouve que les gens rebougent, et ça, c'est essentiel, ne serait-ce que pour le moral des gens à Monaco. Venons-en à la réunion donc hier de l'Observatoire du commerce. On l'a vu dans le reportage de Vanessa Dessy, l'heure est désormais à l'optimisme résolu. Alors c'est vrai qu'on a une nouvelle clientèle, plus renforcée. On a une clientèle vraiment d'Européens qui se renforce en principauté. Tous les pays asiatiques, et vous le comprendrez facilement, ne peuvent toujours pas venir, ne peuvent toujours pas se déplacer facilement. Donc on a une nouvelle clientèle qui retrouve notre pays, qui reviennent voir un petit peu près de chez eux ce qui se passe, et c'est très bien pour Monaco. Est-ce que le conflit ukrainien, avec notamment les répercussions sur la clientèle russe, cela peut poser problème à terme ? Bien entendu, la clientèle russe et la clientèle ukrainienne, ce sont historiquement, depuis maintenant de nombreuses années, de très bons clients. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Il faut attendre encore, je pense, 1 ou 2 mois pour pouvoir vraiment voir les répercussions que ça aura pour notre pays. Alors, on n'a pas choisi le cadre de cet entretien au hasard, hein, Alexandre Pasta. Nous nous trouvons sur le Rocher parce que c'est l'un des secteurs qui a été le plus sinistré. Comment se portent aujourd'hui les commerçants du Rocher et quels sont leurs espoirs pour les semaines et les mois à venir ? Alors effectivement, le Rocher a beaucoup souffert, hein, tout le monde le sait. C'est un endroit éminemment touristique. Aujourd'hui, c'est optimiste, il y a du monde, les chiffres commencent à redevenir bons. On n'est pas encore dans les chiffres de 2019, ça en serait en chiffre d'affaires à peu près à 60% de ce que c'était en 2019. Donc c'est pas mal. Ça permet à tous nos commerçants au moins de sortir la tête de l'eau et d'avoir un espoir tout à fait positif pour la saison à venir. Ils font preuve de beaucoup de résilience, mais que demandez-vous aujourd'hui? Une aide pérenne à travers peut-être des animations? L'idée, c'est de mettre en place des initiatives qui redynamisent les quartiers? Il y a un point sur lequel je veux absolument insister, ça a été la mise en place de l'application Carlo. Carlo a permis de faire un donnant-donnant auprès des commerçants et des gens du pays. Je crois que cette application va continuer. On a bien demandé au gouvernement de continuer ces aides par Carlo. Et bien entendu, les animations, ça c'est essentiel. Mais vous savez, au-delà des animations, le simple mouvement et le simple retour des gens, des touristes, ça fera du bien et là est l'essentiel. Une dernière question, vous étiez hier aux côtés des restaurateurs, hein, commerçants et restaurants de concert. Quels sont les commerces qui tirent le mieux leur épingle du jeu malgré la situation difficile des derniers mois ? Les 2 dernières années, ça a été des commerces de proximité. Ça c'est clair, hein, tout ce qui a été alimentaire, tout ça, ça en est très bien sorti. Les commerces, on va dire, de biens moins utiles, ils ont souffert, c'est clair et net. Et les magasins de souvenirs, là évidemment aussi souffert. Mais écoutez, voilà, on va rester positif. Les choses vont repartir, vont se remettre en place. Tout a l'air de redevenir à la normale. Espérons que ça tienne. Voilà un message plein d'espoir. Eh bien, écoutez, Alexandre Pasta, président de l'UQAM, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patricia, à bientôt et restons positifs. Merci. Et Alexandre Pasta l'évoquait, l'application Carlo a fait beaucoup de bien aux commerçants locaux. Le bilan de l'opération des bons cadeaux Carlo est d'ailleurs là pour le prouver, Julia Vial. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. L'opération des bons cadeaux Carlo a pris fin le 31 mars. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle avaient été invités à dépenser leur bon d'achat dès le 1er décembre 2021. Cette année encore, l'opération a effectivement connu un vrai succès et a cumulé un nombre record de 110 000 transactions, soit 2 fois plus que l'an passé.
passé. Au total, Patricia, ce sont plus de 13 millions d'euros qui ont été dépensés via l'application et qui ont généré 910 000 euros de cashback. Ils seront d'ailleurs à leur tour réinjectés dans l'économie locale. Ainsi, dans l'objectif de poursuivre l'action publique en faveur de la consommation locale, le gouvernement, à travers le fonds Rouge et Blanc, a décidé de continuer à prendre en charge les frais de plateforme habituels imputés aux commerces et restaurants jusqu'au 30 juin prochain. Passons aux chiffres hebdomadaires relatifs au dépistage de la Covid-19. Eh bien, entre le 11 et le 17 avril, 2638 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents. Le taux de positivité des tests pratiqués était de 17,25%. Concernant le taux d'incidence, soit, vous le savez, le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes, il était de 662 contre 808 la semaine dernière, Patricia. Et puis la remise du prix de la meilleure carte d'identité ou permis de résident pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique a eu lieu aujourd'hui. Et c'est Monaco qui a été récompensé, Julia. En effet, Patricia, ce prix récompense l'excellence en matière de sécurité, d'infrastructure et de mise en œuvre d'un système de passeport, de carte d'identité ou de carte de sécurité par un gouvernement. Pour l'édition 2021, la Principauté est récompensée pour sa nouvelle carte d'identité et sa nouvelle carte de séjour monégasque. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction de Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique. Il est au micro de Vanessa Dessy sur les images de Lionel Bernardi. On est d'abord très fiers que notre identité, notre carte de résident, soit considérée parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure au monde, en termes de sécurité, en termes d'usage numérique. On s'est engagé à faire un Monaco qui soit leader dans le monde post-Covid. On avait l'année dernière été ravis de voir que nos élèves de primaire avaient été les meilleurs à la programmation dans la European Coding Week. On est ravis de voir qu'aujourd'hui, notre titre de séjour est parmi les plus hauts standards mondiaux et il permet attractivité, qualité de vie et sécurité. Monaco rejoint ainsi le top 5 des pays les plus à la pointe au monde en matière d'identité numérique. La 38e réunion du comité directeur de la GEBCO, la carte bathymétrique des océans, se déroule actuellement dans les locaux de l'Organisation hydrographique internationale sur le port Hercule. 2 jours d'échange entre spécialistes de la connaissance de nos océans. Le reportage de Frédéric Elion et Orazio Gaggino. De nos jours, on en sait plus sur la surface de la Lune ou de Mars que sur les fonds marins de notre propre planète. En 1903, le prince Albert Ier initie le projet GEBCO et propose d'organiser et financer la production d'une série de cartes marines, la carte générale bathymétrique des océans. Depuis 1973, le projet est mené conjointement par l'Organisation hydrographique internationale et la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. La 38e réunion du comité directeur de la GEBCO se déroule en ce moment sur 2 jours en Principauté. This is a challenge that GEBCO wants to address by bringing together ocean professionals, ocean scientists, hydrographers, private industry, and what we aim to do in the GEBCO Guiding Committee is to make sure that we improve our knowledge of the ocean seabed. There are a lot of other interests in knowing about what the shape and depth of the ocean floor looks like, because it influences ocean currents. Ocean currents, again, influences the climate. It can say something about tsunami modeling, how it will affect the risk of coastal villages being exposed to super waves and things like that. Parmi les projets futurs pour une meilleure connaissance des fonds marins, la création d'un jumeau numérique de l'océan qui permettrait une surveillance en temps réel des océans et mers profondes. Des profondeurs des océans, partons à la découverte des sources d'eau de la Principauté. Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II et l'auteur de l'ouvrage Monaco au fil de l'eau, il donne une conférence ce soir. Et dans cet ouvrage, c'est l'histoire de Monaco que l'on découvre au fil de l'eau avec des sources précieusement cachées en différents endroits de la Principauté. Bonsoir Philippe Mondielli. Bonsoir.
L'eau est un précieux trésor et l'histoire de Monaco y est intimement liée, comme le montrent différents marqueurs en plusieurs endroits de la principauté. Oui, absolument. La cité de Monaco s'est construite autour de l'eau. Et donc, comme vous dites, il y a plusieurs marqueurs qui sont toujours bien visibles ou qui existent toujours. À savoir, peut-être le plus beau, que tout le monde ne connaît pas, c'est évidemment la citerne du palais, qui est sous la cour d'honneur. Mais il y a aussi, notamment à la Condamine, beaucoup de puits qui montrent à quel point cette ressource, elle a été essentielle au développement de Monaco. C'est vrai que la citerne du palais, c'est une immense cathédrale sous la cour d'honneur. C'est une immense cathédrale et c'était justement à l'époque où la seule solution pour alimenter la population, puisque à cette époque-là, on parle des années 1600-1700, la population était concentrée sur le rocher et il n'y a évidemment sur le rocher ni source, ni lac. Donc la seule solution était de récupérer les eaux de pluie et donc on l'a récupérée dans les citernes. Et évidemment, la plus grande citerne était la citerne du palais. Et puis en poursuivant notre chemin sur le rocher, il y a aussi à proximité du musée océanographique ce lavoir qui rappelle des temps anciens. Oui, alors bien entendu, ce lavoir, sa situation, c'est pas au hasard qu'ils ont mis le lavoir à côté du musée océanographique. C'est tout simplement, on est sous l'actuelle terrasse des prisons, qui était en fait la citerne dite du souterrain. Et donc c'était le trop-plein de cette citerne qui servait justement aux buandières qui lavaient le linge donc, à cet endroit-là. Donc c'est légèrement excentré du village, mais ça donnait, c'était un lieu qui permettait d'avoir de l'eau renouvelée, de l'eau claire. Voilà pour ces marqueurs historiques. Et puis il y a bien caché ces sources en plusieurs sites de Monaco. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il y a encore des sources qui sont bien exploitées aujourd'hui. Alors finalement, la plus célèbre peut-être bientôt sera la source de Testimoniaux, puisque, comme vous savez, il y a des opérations immobilières qui portent son nom. Cette source, elle était à cet endroit-là, donc à la frontière avec la France du côté du Valencin-Roman. On lui a apporté beaucoup d'attention pour ne pas la perdre. Finalement, les travaux ils ont été faits et cette source, on n'a pas perdu de volume, mais elle a été détournée sur la source qui est à côté, qui s'appelle la source Marie. Donc ça, c'est un exemple. Après, vous avez évidemment, peut-être la plus belle, c'est la source du Larvoto, la source Vaulabelle. Donc, qui est donc sous les immeubles de la principauté au niveau, on y rentre par la société monégasque des eaux, c'est au niveau de la plage du Larvoto. Et donc dans une grotte concrétionnée, c'est une nappe d'eau qui est également exploitée pour la consommation en eau de la principauté. Mais ces sources, Philippe Mondielli, elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour alimenter Monaco. D'où vient aujourd'hui l'eau que l'on boit au robinet ? Ça dépend des saisons. Si on est dans une période très pluvieuse, la principauté peut être quasiment autonome avec ses sources. Mais globalement, si on prend aujourd'hui, dans cette période où malheureusement on est déjà dans une période d'étiage, c'est un peu tôt et ça va poser des problèmes, bien à ce moment-là, c'est essentiellement l'eau de la Vésubie et l'eau de la Roya. Et comment est-elle traitée, cette eau ? Il y a une partie qui est ozonation, clarification. Et ensuite, avant d'arriver sur Monaco, il y a une légère chloration pour être sûr qu'elle est tout à fait pure et bonne pour la consommation. Oui, cela n'altère pas le fait qu'elle soit potable in fine. Grâce au fait qu'on n'a pas d'agriculture intensive dans la RPI, cette eau déjà elle est quasiment pure. Donc c'est juste de la précaution, donc c'est des traitements pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème bactériologique, mais on n'a pas ces problèmes qu'on a dans d'autres régions, en France par exemple, où justement il y a des nitrates, où il y a toutes sortes de produits liés à l'agriculture. Donc là on a cette chance d'avoir une eau pure qui vient de nos montagnes et qui arrive ensuite avec un petit traitement dans nos robinets. Merci Philippe Mondielli. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de cet ouvrage Au fil de l'eau à Monaco. Je vous remercie. De l'eau encore, à partir du 2 mai, il sera de nouveau possible de profiter de la piscine du Stade Nautique Régnier 3.
Et il y aura quelques nouveautés cette saison, Julia. Tout d'abord, Patricia, le site devient non-fumeur à l'exception de la zone aménagée. Le stade nautique s'est aussi doté d'un nouveau système de billetterie avec un contrôle des accès. Les sorties seront désormais définitives. Autre nouveauté, la billetterie sera commune avec celle de la piscine Saint-Charles. Le stade nautique propose une nouvelle politique tarifaire avec la possibilité d'acheter un seul ticket ou bien une carte de 10 entrées journalières. Les clients auront également à leur disposition le pass horaire décliné en 10 heures ou 30 heures. Ce dernier est vraiment la grande nouveauté de la saison car grâce à ce système, les heures passées au sein du complexe seront informatiquement décomptées. Vous pouvez d'ailleurs consulter tous les tarifs et horaires sur le site de la mairie de Monaco. Il vous sera évidemment, Patricia, toujours possible de profiter de toutes les activités et leçons proposées par le complexe aquatique tels que la natation, l'aquagym ou encore l'aquabike. Avis aux étudiants ou futurs étudiants, ils peuvent désormais faire une demande de bourse d'études en ligne, Julia. Pour bénéficier d'une bourse d'études ou de promotion sociale, les demandeurs devront remplir l'une des conditions suivantes: être monégasque, conjoint ou étranger dépendant d'une personne de nationalité monégasque, enfant de fonctionnaires, agent de l'État, être résident depuis au moins 10 ans en principauté de Monaco, être âgé de moins de 26 ans pour les bourses d'études ou être âgé de moins de 50 ans pour les bourses de promotion sociale. Le montant des bourses est lui calculé selon plusieurs critères, notamment les ressources et la composition du foyer, le type, la nature et le coût des études. Le statut du candidat temps plein, salarié, apprenti sera aussi pris en compte, à savoir que vos demandes de bourse devront impérativement être transmises en ligne avant le 15 septembre 2022 pour les bourses d'études et avant tout simplement la date de début de la formation pour les bourses de promotion sociale. Rendez-vous donc, Patricia, sur monguichet.mc pour faire toutes les demandes. Autre information pratique, un tronçon de l'avenue Princesse Grace sera temporairement à sens unique aux abords de l'opération Testimonio 2. Oui, le chantier Testimonio 2 continue d'avancer à rythme soutenu et afin de permettre une progression optimale des travaux, le tronçon de route compris entre le rond-point du Sporting Monte-Carlo et le rond-point devant l'hôtel du Monte-Carlo Bay sera mis en sens unique du lundi 25 avril au vendredi 24 juin. À noter que le double sens de circulation sera lui temporairement rétabli du 23 au 30 mai à l'occasion du Grand Prix de Formule 1. Et enfin, de mauvaises nouvelles du côté des prévisions météo pour jeudi. Patricia, on l'avait annoncé en début de semaine et cela se confirme jour après jour. Le mauvais temps s'est installé en principauté. Demain, le soleil ne pointera pas le bout de son nez. Il y aura même des averses au cours de la matinée. Pour les températures, elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. Concernant le saint du jour, nous fêterons les Anselmes. Merci Julia. Demain, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez à 19 h. Quittons-nous avec une série de photos de Stéphane Dana qui fait écho au fil de l'eau, le livre de Philippe Mondielli. Je vous souhaite une belle et douce soirée.